Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour, les vraies voix de l'été en plein soleil vous accompagnent. Encore des sujets captivants dans l'actualité, nous allons les traiter avec conviction et précision. Nos 3 vraies voix sont minutieusement sélectionnées pour vous éclairer. Notre devise, là, cet été, sérieux et souriant. Vous réagissez à propos de cette actualité via le standard de Sud Radio au 0826 300 300. C'est Najette qui s'occupe de vous. Et puis, évidemment, vous parlez vrai, vous réagissez, c'est le principe. Présentation de nos 3 vraies voix du soir. Les vraies voix Sud Radio. Nous accueillons Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Bonsoir Anne-Lorraine. Bonsoir Frédéric. Les vacances étaient bonnes ? Très bonnes. Bon, ça s'entend déjà, ouais, ça s'entend. Bon, à côté de vous, quelqu'un qui ne prend jamais de vacances, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Je ne me trompe pas, cher monsieur. Mais absolument Frédéric, il faut bien qu'il y en ait qui fassent tourner la France pendant que les politiques causent. Moi je travaille. Et puis Naïma M. Fadel qui fait son grand retour parmi nous, chargé de mission politique de la ville et essayiste. Alors, vous qui êtes une sportive au départ. Ouais, enfin au départ. Oui, Naïma quand même. Vous bénéficiez de cet effet euphorisant des Jeux Olympiques. Hein. Oui, bah, écoutez, j'adore, hein, ça nous a transportés. Il faut dire les choses. On était très fiers du Cocorico. Donc, voilà, c'était important. Bon, vous savez qu'à 18h05, Antoine Mazère nous amène toujours un médaillé olympique. Ce soir, nous aurons un champion olympique de volleyball. Je crois même que c'était votre sport, Naïma. Exactement, Fadel, hein. exactement. Ouais, c'est là, hein. Des fois, il y a des belles coïncidences comme ça. On a essayé de faire les coïncidences avec Joseph Touvenel, mais on n'arrive pas à trouver le sport. La pétanque n'étant pas encore olympique, hein, bien sûr, Joseph. La crapette Wergat. Mais c'est pas encore au JO. Comment voulez-vous que j'enchaîne avec le programme de l'émission ? Allez, c'est parti. Le programme. Les écologistes ouvrent aujourd'hui le bal des universités d'été. Marine Tondelier, nouvelle figure de proue du parti ex-EELV, poursuit son mission résurrection. Elle s'impose dans les débats et semble redonner un peu de couleur. Je vous laisse trouver d'ailleurs laquelle. Et à partir de cette constatation, nous allons vous poser les questions parce qu'il y a eu bien sûr la déroute aux élections européennes, mais il semble que ça aille mieux. Alors, qu'en pensez-vous, les auditeurs de Sud Radio ? Dans le débat politique français, les écologistes tiennent un rôle 1 majeur, 2 utile, 3 négatif, 4 mineurs. Il fallait choisir les 4 termes. Vous allez sur le compte X de Sud Radio, vous amusez, c'est le principe. Puis nous allons débattre avec vous, bien sûr, de l'évolution de ces écologistes. C'est comme ça que l'on dit maintenant. Autre grand débat, Grenoble, Nîmes, Marseille. Les fusillades se multiplient sur fond de trafic de drogue. Des coups de feu ont été tirés hier soir à Échirolles, en Isère. Il s'agit de la 7e fusillade en moins d'1 mois dans la banlieue grenobloise. Toujours ce sentiment d'impuissance pour les habitants, les forces de l'ordre et les élus locaux. D'où la question de notre coup de projecteur. Ce sera à 18h40. L'État a-t-il les moyens de reconquérir les quartiers gangrénés par les trafics de drogue ? Là aussi, la question est déjà sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. C'est ce qu'a fait Claire, justement, des Yvelines. Écoutez son message, nous réagissons dessus. Tout le monde parle des problèmes, des services hospitaliers, des urgences. Nous subissons les 30 dernières années où il y a eu de l'incohérence, comme je dis toujours, de tout parti politique confondu. Mais ce serait surtout motiver les jeunes et puis valoriser les jeunes qui choisissent cette voie et ne pas les décourager. Alors, en effet, on avait le meilleur système. On avait tout qui fonctionnait bien. Mais au nom d'un certain libéralisme destructeur et de certains technocrates et énarques, nous en sommes là. L'exaspération commence à monter quand on parle avec la France correcte, qui se sent déclassée et qui voit bien comment les choses sont menées. Surtout avec celui qui est la tête du pays. Ah ben voilà, le message est passé. Faites comme Claire des Yvelines, donc qui nous a laissé ce message au 0826 300 300. Réaction à ce message, à cet appel finalement lancé par Claire. Naïma M. Fadel, ça part de là quand on demande à la jeunesse alors qui veut faire une carrière à l'hôpital. Déjà on se dit bon, on va avoir du mal à trouver un petit peu. Écoutez, vous avez des jeunes qui ont envie de faire carrière à l'hôpital.
évidemment, mais tout de suite, ils se retrouvent devant un mur. C'est les difficultés. On avait auparavant le numerus clausus qui a été supprimé, mais en réalité, il n'a pas été vraiment supprimé puisqu'on n'a pas remplacé par une capacité d'accueil et de former plus de jeunes. Et puis, on a supprimé aussi, le gouvernement a supprimé aussi la possibilité de redoubler la première année. Donc c'est ça la difficulté. Donc beaucoup de nos jeunes partent, notamment en Hongrie, en Roumanie aussi, pour pouvoir se former et revenir par la suite. Et on voit bien que malgré tous les plans, malgré cette volonté qu'on nous a laissé entendre de remédier à tout ça, de valoriser beaucoup plus, de former, mais en étant aussi dans un regard bienveillant pour mieux accueillir, etc., qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal. Et j'en veux pour preuve, écoutez, la tribune faite par les 1500 internes qui ont décidé donc de pas se présenter à l'examen de concours de l'internat. Et pourquoi ? Parce qu'on a augmenté effectivement la note. Alors certains pourraient dire la note, tant mieux qu'on l'augmente à 14 sur 20. Auparavant, je crois qu'elle était à 10 sur 20. Mais vous savez que si vous essuyez les plâtres dès la première année, vous avez moins de chances par la suite. Anne-Lorraine Rousseau, ça fait peur d'aller aux urgences finalement. Il y a même des fois où on se dit c'est pire d'aller aux urgences. Enfin non, je veux pas dire ça, mais quand même. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ça, moi, les urgences bloquées. Je me suis l'occasion de nous rappeler que vous êtes plus jeune que nous. Merci, merci Anne-Lorraine. Mais allez-y, continuez. Mais effectivement, je me rends compte moi-même que j'ai pas forcément le réflexe de me dire je vais aux urgences parce que je sais que je vais y passer la nuit et qu'en fait on va peut-être me dire qu'il n'y a rien. Enfin, donc on essaie de se soigner soi-même. Et puis moi, je pense surtout, venant d'une zone rurale, surtout au fait qu'on n'incite pas les élèves étudiants en médecine à aller en campagne. J'ai une amie qui veut se lancer, mais elle est la seule de sa promo quasi à accepter d'aller en milieu rural, et je trouve que c'est un problème dont on parle depuis souvent, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, parce que non seulement aller aux urgences, d'accord, mais s'il faut faire 1 heure de route, à quoi bon? Oui. Alors il y a une incitation maintenant avec une prime d'environ 1 000 € pour inciter justement à aller dans les zones en tension. Et je voudrais pouvoir vous rejoindre ce que vous venez de dire, Aurélie. Anne-Lorraine. Anne-Lorraine. Ah, très joli. Anne-Lorraine, c'est que on a supprimé aussi des petits hôpitaux de proximité qui étaient souvent en milieu rural. Et alors, c'est aussi à l'ancien syndicaliste que je pose la question, Joseph Touvenel. On ne s'en sort pas, et il y a un problème qui est finalement assez identifié. C'est le système qui ne permet pas de rentabiliser. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, Claire avait raison, il y a quelques années, l'OMS classait la France, notre auditrice, classait la France dans la meilleure médecine au monde. Aujourd'hui, on s'est écroulé dans le classement. De mauvaises décisions politiques et administratives font qu'aujourd'hui, il y a un surcroît de personnel pour s'occuper de la paperasserie, ce qui encombre les médecins. Un certain nombre de médecins, de chirurgiens cessent leur action en hôpital parce qu'ils disent, nous on est là pour soigner, on est là pour opérer, on est là pour suivre les personnes, les malades, on n'est pas là pour faire de la paperasserie. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Deuxième problème, ce sont des choix qui sont de mauvais choix financiers, même aberrants. Vous avez entendu parler, c'est la semaine dernière, l'hôpital de Nantes, avec des personnes décédées sur les brancards en attente aux urgences. Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, à Nantes, il y a une grosse mobilisation, c'est la galère. Ouais. Eh bien, le CHU de Nantes, qu'est-ce qu'il a fait il n'y a pas si longtemps Il a changé son logo. Ça a coûté 185 000 €. Est-ce que l'urgence, c'est de repeindre le logo du CHU de Nantes ou c'est de donner des moyens aux soignants? Et on a là un exemple, mais caricatural, du fric balancé par la fenêtre, alors qu'on en a besoin dans les hôpitaux. Dernier exemple, on a besoin d'infirmiers et d'infirmières. Oui, mais ça coûte combien une année d'études d'infirmiers et d'infirmières? 7 000 €. 7 000 €, alors qu'on devrait mettre un système pour la PHP, pour les hôpitaux de Paris. On devrait mettre un système où celui qui commence les études s'engage, s'il réussit, s'il a son diplôme, à rester, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'en sais rien, il faut regarder s'il va jusqu'au bout et s'il a son diplôme. Et du coup, la PHP qui a besoin, qui pleure pour avoir des infirmiers et des infirmières... Manque de personnel, ouais. C'est pas très compliqué à faire. Et il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire ces études alors qu'ils le souhaiteraient parce qu'ils n'ont pas 7 000 € à mettre par an. Joseph Touvenel, l'art de l'exemple concret. Vous voyez, nos 3 vraies voix sont remontées et merci donc à Claire des Yvelines d'avoir réagi au 0826 300 300 où nous retrouvons notre auditeur fil rouge du soir. Nous allons en Dordogne, c'est Thierry qui est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Oh là là, vous êtes bien posé. Là, ça sent le calme de la Dordogne. Ou Bergerac, non? Ou... Non, un petit village au nord de Bergerac. Au nord de Bergerac, ouais, donc pas très loin de la très belle ville de Bergerac quand même. Ouais, la Dordogne, c'est si beau. Alors, on commence avec vous. On va faire un petit bout de chemin. Hein. Tout à l'heure, vous vous amuserez à choisir votre partenaire pour le fameux quiz de l'été. Écoutez-les bien. Oui, je conseille Naïma, elle est très très forte. Mon choix est déjà fait. Ah, alors ne dites rien. Laissons planer le suspense. Alors, je vais vous indiquer quand même quelque chose. Je me dois de vous dire que je savoure téléphoniquement la proximité que j'ai avec Naïma M. Fadel. Ça c'est un élément, c'est déjà un élément intéressant. Bon, mais tout le monde vous comprend. De toute façon, tout le monde vous comprend. Alors, vous, on commence par un coup de gueule, c'est la tradition, cher Thierry. J'ai relevé, alors vous allez nous développer ça, la duplicité de nos dirigeants politiques. Qu'entendez-vous par cela ? J'entends que nos dirigeants nous baladent de crise en crise en ne nous disant pas les tenants et les aboutissants réels de toutes ces crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient diplomatiques et tout ça. Et je pense que c'est un manque de respect flagrant vis-à-vis du peuple français. Vous demandez plus de transparence finalement à la classe politique, c'est ça l'idée ? De franchise. De franchise. Pas de transparence. De franchise. Voilà. Oui, de franchise. Parce que certains, il me vient une image. Vous parliez, je crois que vous évoquiez le problème sanitaire, je crois tout à l'heure. Oui, avec l'hôpital, les questions sur l'hôpital. Oui, tout à fait. Voilà, oui, c'est ça. Il me souvient d'avoir vu le président de la République tout au début du Covid. Il est allé dans un hôpital, mais c'était vraiment tout au début, février, mars, avril, et il a vu un médecin dont je ne me rappelle plus le nom, qui est syndicaliste, qui était en blouse blanche, et le président a pris la main de façon très très solennelle de ce médecin en lui disant, le médecin lui parlait de tous les manques de l'hôpital, et avec un aplomb extraordinaire, un aplomb macroniste, le président Macron lui a dit: j'ai compris, je vous ai compris, il n'a pas osé, mais j'ai compris. On a compris que l'hôpital était traité comme avant, c'est-à-dire vraiment la portion congrue. Effectivement. Alors c'est toujours ces postures politiques. Effectivement, pour essayer de glaner des votes, il faut donner l'assurance. Et bien souvent, c'est mieux de dire que c'était Gabin qui disait aujourd'hui, je sais que je ne sais pas. De temps en temps, il faut aussi être franc, comme vous dites, et de dire, je ne sais pas. C'est le contraire qui se produit. C'est le contraire. Il y a vraiment une désaffection. Je sais pas, vous m'entendez pas? Si, on vous entend très bien, Thierry. C'est le contraire qui se produit parce que en pensant à aller chercher des votes, on s'aperçoit que le peuple français est pas si bête que Monsieur Macron ne le pense. Ça je vous laisse juste au propos, mais c'est le principe, c'est le parlons vrai. Moi je vous suis, Thierry, il n'y a pas de souci. Bon, vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Dans un instant, les 3 mots de l'actu. Vous allez voir encore une fois une actu florissante en ce jeudi. Les vraies voix, je vous l'ai dit tout à l'heure, sérieux mais souriant. Garde le sourire, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les 3 vraies voix ce soir. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste à Valeurs Actuelles, Naïma M. Fadel, chargée de mission politique de la ville et essayiste, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et ancien syndicaliste, évidemment, pendant des années à la CFTC, vice-président. Bon, vous êtes prêts? Voici notre Antoine Mazer national. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, les 3 mots de l'actualité, alors vous avez le choix, évidemment. Vous avez donc choisi, agression, Depardieu, paralympique. Allez-y. On va commencer par cette agression. Le maire de Villiers-sur-Orge, dans l'Essonne, en banlieue parisienne, Gilles Freyss, violemment agressé en voulant empêcher l'installation de gens du voyage sur sa commune. C'était dimanche aux alentours de 23h. Le maire de Villiers-sur-Orge affirme avoir été victime d'une agression alors qu'il empêchait l'installation de gens du voyage sur le terrain de complexe sportif de sa commune. Justement, pour en parler, il est avec nous, le maire en direct. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bienvenue monsieur sur- Fraisse, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Alors on apprend que vous auriez été ceinturé, malmené, poussé de force. Est-ce que vous confirmez, que s'est-il passé dimanche sur votre commune de Villiers-sur-Orge ? Effectivement, vers 8 heures, nous avions eu déjà une installation illicite de gens du voyage sur le haut de notre ville, avec une quinzaine de caravanes. Puis, nous avions bien discuté d'ailleurs avec cette partie-là, cette famille, et nous avons effectivement défini que dans 15 jours, ils partiraient. Mais hélas, vers 23 heures, une deuxième série de caravanes autour de la vingtaine, donc est arrivée autour de notre complexe sportif et s'est mis à détruire l'entrée du complexe sportif pour effectivement s'y installer de façon illicite. Mais c'est là que je ne pouvais pas rester sans rien faire, où je me suis opposé à l'entrée de ces caravanes. Et que s'est-il passé justement lorsque vous êtes opposé à ces caravanes ? Et ben là, effectivement, je me suis mis devant un camion qui tirait une caravane. Donc, je me suis mis devant pour lui empêcher de rentrer dans le chemin qui permettait l'accès. Et là, la personne est descendue. J'ai été effectivement ceinturé, projeté sur le côté pour permettre l'accès du reste du convoi dans cette enceinte. Et lorsque cela s'est passé, vous avez eu des blessures, vous avez eu, il me semble, plusieurs jours d'ITT suite à cette altercation ? Oui, tout à fait. Effectivement, dans les poussades, dans les mouvements, dans le ceinturage, effectivement, j'ai dû marcher sur le bord du trottoir et ma cheville n'a pas résisté, donc j'ai une entorse qui m'a valu, hélas, 18 jours d'ITT. Est-ce que vous avez déposé plainte ? Est-ce que il y a eu des interpellations peut-être ? Alors oui, j'ai déposé plainte donc sur les 2 lieux, dont une sur le stade, pour l'agression aussi d'un élu. Et après l'enquête, dans le secret de l'enquête, mais en tout cas j'ai identifié une personne. Et que s'est-il passé par la suite finalement, du coup, sur l'histoire ? Les gens du voyage sont-ils toujours sur votre commune ou finalement vous aviez obtenu gain de cause et ils ont pu partir ? Alors je pense qu'effectivement il y a eu une prise de conscience des gens du voyage et le lundi soir à 23h30 ils sont d'eux-mêmes partis de notre terrain et permettre ainsi le début des entraînements qui étaient prévus en plus mercredi pour nos enfants, notre centaine d'enfants. Et sur cette commune de Villiers-sur-Orge, ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à ce type d'incident. En 2022, il me semble, la même chose ? Exactement. Nous avions déjà au mois d'avril on a eu une installation pendant 2 mois, une installation illicite. Les gens du voyage étaient partis et puis 1 mois après, nous avions encore eu effectivement une installation illicite des gens du voyage. Pour conclure, monsieur. Je vous en prie. Oui, juste Antoine, peut-être préciser que Monsieur le maire, évidemment, à qui on souhaite un bon rétablissement, n'est pas le seul, loin de là, et ça pose peut-être quand même la question de l'organisation de 2 modes de vie différents. Il n'est pas question de juger tel ou tel mode de vie. Maintenant, il y a un contribuable qui paye et des gens qui sont en marge. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une solution, Monsieur Fraisse ? C'était ma question. Allez-y, Frédéric. Voilà, je voulais voler. Mais elle est magnifique. Mais elle est très bonne votre question. Et effectivement, vous avez le constat. C'est effectivement c'est 15 jours sur une ville, 15 jours l'autre. Je n'arrête pas d'interpeller le gouvernement pour que ce point soit repris au niveau national. Toutes les villes de plus de 5000 vont avoir effectivement installé une aire de passage. Mais derrière, est-ce que c'est aux différentes villes de porter cette question ? Je pense qu'il est absolument nécessaire que le gouvernement s'empare du sujet au niveau national parce que ça amène des disparités entre les villes. Il va y avoir ceux qui peuvent effectivement accueillir, d'autres qui ne peuvent pas accueillir. Il y aura forcément des perdants dans l'affaire. Super, merci beaucoup monsieur le maire Gilles Fraisse, maire de Villiers-sur-Orge dans l'Essonne, d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Et bon courage à vous. Voilà, bon courage à vous. Je pense que ça a coupé, mais monsieur le maire nous a dit merci. Bon, deuxième mot de l'actualité, cher Antoine Mazère. C'est un nom. Depardieu. Oui, Gérard Depardieu, un procès requis contre l'acteur Gérard Depardieu pour viol sur la comédienne Charlotte Arnoux. Le parquet de Paris a requis, c'était le 14 août dernier, un procès devant la cour criminelle départementale à l'encontre de l'acteur de 75 ans pour viol et agression sexuelle contre Charlotte Arnoux. Gérard Depardieu avait été mis en examen le 16 décembre 2020 après une plainte de la comédienne qui l'accuse de 2 viols commis les 7 et 13 août 2018.
au domicile parisien de Depardieu. Un troisième mot, paralympique. Et oui, depuis hier soir, les athlètes commencent à arriver au village paralympique. À moins d'une semaine du début des Jeux paralympiques, le 28 août, les délégations du monde entier s'installent progressivement dans un village aménagé et rendu accessible aux 9000 sportifs paralympiques qui sont attendus. Déjà 2000 personnes s'y sont installées, des Français, mais aussi des délégations étrangères. J-6 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. C'est mercredi prochain, elle aura lieu du côté de Place de la Concorde. Oui, avec peut-être une réaction rapide là des trois vraies voix. Il va falloir organiser aussi la fête d'une manière un peu différente parce que c'est la rentrée. Autant pour les Jeux Olympiques, Anne-Lorraine Rousseau, ça s'est bien passé, les gens étaient en vacances. Là, il va falloir, ça fait un petit peu peur au niveau de l'organisation dans Paris. Hein. Oui, après malheureusement, les Jeux paralympiques n'intéressent. C'est horrible de dire ça. Ouais, ne draine pas autant de public. Autant de monde que les Jeux Olympiques qui se sont déroulés. Je pense que donc de fait la sécurité est plus simple à gérer quand il y a un peu moins de monde. Après, je pense que ces 2 semaines-là aussi ont montré que nos forces de l'ordre étaient capables de le faire. Donc je vois pas pourquoi la rentrée scolaire poserait problème. Je pense que ça va être une question d'organisation. Je pense que les établissements scolaires sont déjà en train de gérer la rentrée pour que ça se passe bien, chacun à son échelle. Je pense qu'on peut faire confiance à toutes ces personnes-là pour faire en sorte que ça se passe bien. Joseph Touvenel, ça va être une belle fête? Sauf pour les embouteillages parisiens, parce que il y a toute la reprise du travail, et il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas réalisé que les Parisiens qui prenaient leur voiture, c'était pas pour s'amuser, c'était pas pour plaisir, c'est par nécessité. Et donc là, ça risque de coincer pas mal, même si effectivement les Jeux paralympiques ont moins d'importance que les Jeux olympiques, ce qui moi ne fait que m'exaspérer. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas une seule Olympiade où on mêle les athlètes paralympiques et les autres athlètes. D'autant, cher Joseph, qu'il y a 2 Olympiades, une d'hiver, une d'été. Et si on répartissait un petit peu mieux... Mais vous savez, Frédéric l'a raison, en fait, l'avait raison. On va nous dire c'est pas possible. Dans une piscine, on peut avoir des athlètes valides et des paralympiques. Il y a des aménagements à faire, mais on fait des aménagements. Là où les Jeux Olympiques, on faisait du tennis de table, après on faisait de l'haltérophilie. Donc on est capable de faire des aménagements. La vraie raison, c'est que ça fait 2 comités internationaux olympiques, des comités... Double ration à la cantine. Double ration des présidents. Oui, mais il faudrait lever ces freins-là, parce que je trouve que... Bien sûr. Joseph, c'est une excellente idée. Hein. Ça permettrait de ne pas diviser et effectivement de voir qu'il y a un engouement... En tout cas, qu'il y ait un engouement pour tout le monde et que eux-mêmes profitent aussi de ce tourisme qui vient. Moi, j'ai acheté une place hier pour la demi-finale de basket fauteuil à Bercy. Oui, on va se régaler parce qu'il y a des belles épreuves. Merci Antoine Mazer. À tout à l'heure. Alors, dans un instant, évidemment, notre grand débat arrive. Les écologistes sont à Tours pour leur université d'été et ne les appelez plus Europe Écologie Les Verts. Il semble qu'après la déroute des européennes, le parti se porte mieux, emmené par la très médiatique Marine Tondelier, des rencontres pour préparer la rentrée politique et peut-être leur contribution gouvernementale. Dans un instant, notre grand débat et cette question. Dans le débat politique français, les écologistes tiennent un rôle, alors à vous de choisir, majeur, utile, négatif, mineur. Vous nous donnez votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous aurons le plaisir d'accueillir Karima Deli, ex-eurodéputée écologiste. Elle est notre invitée. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et pendant cet été ensoleillé, vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir de vous savoir à nos côtés. Nos 3 vraies voix ce soir. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Naïma M. Fadel, chargée de mission politique de la ville et essayiste. Et puis Joseph Touvenel, notre ancien syndicaliste, directeur de la rédaction de Capital Social. Il reste dans le social, mais il manque au syndicalisme, tout le monde le dit. Hein, Joseph reste muet, il est modeste. Oui, Joseph. Non, parce que je donne toujours des conseils à ceux qui me joignent parce qu'ils ont des problèmes dans leur entreprise. Bien sûr. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas de problème dans leur entreprise, qui sont majoritaires, ça on a tendance à l'oublier. Très bien. Voilà. Allez, c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Ils incarnent les montagnes russes de la classe politique française. Un coup, ils glanent mairies et députés, un coup, ils sombrent aux alentours des 5% des élections majeures. Les écologistes, ex-EELV, dépendent souvent de la dynamique insufflée par leur leader. Cette fois-ci, c'est au tour de Marine Tondelier, plébiscitée pour sa maîtrise de l'exercice médiatique. Elle accueille aujourd'hui à Tours l'ensemble du parti pour son université d'été. Et nous vous posons la question, dans le débat politique français, les écologistes tiennent pour vous un rôle, alors, majeur, utile, négatif ou mineur? Allez-y sur le compte X de Sud Radio. Aidez-nous, parce que, alors c'est assez drôle, il y a déjà une tendance, je vais vous la donner, parce que ça vaut le déplacement. Posez-vous la question, vous les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner votre point de vue. Alors, est-ce qu'il joue un rôle majeur? Écoutez, pour l'instant, on a 1% de la consultation qui dit que les écologistes tiennent un rôle majeur. Utile à 7%, négatif à 69%, mineur à 23%. Bon, charge à vous de faire inverser la tendance. C'est sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez donc au 0826 300 300. Naïma Mfadel est avec nous et va peut-être réagir. Naïma Mfadel, est-ce que à travers Marine Tondelier et l'image et le dialogue et le discours qu'elle a porté, on va dire après la dissolution, parce que après les élections européennes, le parti était plutôt en difficulté. Est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique dans ce parti? Je peux le préciser d'ailleurs que vous n'êtes pas particulièrement proche de ce parti. Voilà. Non, mais l'idéologie, j'allais dire l'écologie, ça nous intéresse. Hein. Je veux dire, au quotidien, on peut dire qu'on est sensible à l'écologie. Mais la manière dont elle est véhiculée par les écologistes, je vous dis franchement, c'est insupportable. En fait, moi, ils m'insupportent. Je suis désolée de le dire comme ça. Ils m'insupportent parce qu'ils passent leur temps à nous culpabiliser. Et puis, en plus, l'écologie, elle doit pas être punitive. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, il y a eu des acquis extraordinaires, justement, pour améliorer nos vies. Mais quand j'entendais, par exemple, Sandrine Rousseau, qui bientôt voulait qu'on fasse laver notre linge à la main, et les couches-culottes de nos enfants aussi, comme nos grands-mères le faisaient, on les lave à la main, c'est insupportable. Et puis, l'image aussi que donne l'écologie. Regardez, c'est les dégradations multiples, c'est Sainte-Soline, c'est les déclarations aussi extrêmement racialistes. Alors pour Sainte-Soline, là on parle de groupuscules actifs. Mais il ne s'agit pas du parti les écologistes. Ils les ont soutenus. Oui. Ils les ont soutenus. Ils se sont même rendus sur place. Madame Tondelier s'est rendue sur place. Madame Sandrine Rousseau aussi. Monsieur Jadot, d'ailleurs, qui s'est fait renvoyer paître par des jeunes filles qui étaient là en train de, quand il leur a dit mademoiselle, elles n'ont pas trop apprécié. Ce que je n'aime pas, moi, c'est cette dérive de l'écologie qui aujourd'hui impacte nos vies, mais négativement. Et puis, je voudrais aussi soulever quelque chose qui est extrêmement important. Nos agriculteurs qui ont aussi manifesté beaucoup pour crier qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils étaient en train de mourir. C'est vrai qu'on s'achemine vers un clivage agriculteur contre écologiste, ce qui est surprenant finalement. Voilà, parce que on est dans les normes sur normes, parce que toutes les directives européennes, nous on a le chic, on veut être plus royaliste que le roi, et puis ça impacte nos agriculteurs, et en même temps, excusez-moi, on importe du poulet d'Ukraine qui est élevé aux hormones. Donc expliquez-moi la cohérence des choses. Bon, vous réagissez, c'est assez drôle parce que je vois sur le compte X de Sud Radio, ça bouge à chaque fois, ça évolue, mais on reste avec ce rôle négatif mais utile quand même, Joseph Touvenel, parce que ils ont mis l'accent, les écologistes, alors avant c'était les Verts, Europe Écologie Les Verts, sur des problématiques très fortes, non? Oui. Non, mais le problème, c'est que l'écologie, c'est l'étude du milieu où vivent les hommes. Très bien. C'est la doctrine qui vise à bien faire vivre en cohérence l'être humain avec la nature et avec une protection de la nature. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que l'écologie, au fur et à mesure des années, s'est politisée à l'extrême. Aujourd'hui, on a du wokisme, on a du racialisme, on a beaucoup de choses très éloignées de l'écologie. En fait, c'est
grosso modo, de l'extrême gauche, wokiste et racialiste, qui serpent en vert et qui nous fait croire qu'ils veulent protéger la planète. Alors, je disais, ça dépend quand même du leader, parce que Jadot, c'est plus un centre-gauche, et Marine Tondelier est en train d'inverser la tendance Sandrine Rousseau, qui elle-même inverse sa tendance personnelle, quoi. Ça, c'est le jeu politique pour obtenir des voix. Mais dans la profondeur, quand on regarde, d'abord la connaissance de la nature. J'ai l'impression que la majorité des écologistes connaissent aussi bien la nature, la campagne et l'agriculture que moi je connais les systèmes informatiques. C'est vous dire que c'est peu de choses. Puisque sinon ils auraient un soutien massif des agriculteurs, en tout cas des agriculteurs qui ont des exploitations de petite taille ou de taille moyenne. Quand on va se promener dans l'Aveyron, il y a beaucoup de petites exploitations, hein. Ils vivent très difficilement avec l'élevage, avec l'agriculture, mais c'est pas de l'agriculture intensive. Ils ont horreur de ce qu'on appelle les écologistes. C'est qu'il y a bien des raisons objectives. Et on l'entend souvent, hein, d'ailleurs. Sur le nucléaire, les auditeurs agriculteurs qui nous appellent. Sur le nucléaire. Ils nous emmènent droit dans le mur, ces gens-là. Il faut avoir conscience que notre société, sans l'énergie et l'électricité, elle fonctionne pas. Et le nucléaire, pourtant, c'est ce qui fait le moins de CO2 dans toutes les énergies, avec l'énergie des fleuves et des barrages. Mais donc, alors, où est l'écologie quand je dis non au nucléaire, ce qui permet aux Allemands d'ouvrir les mines de charbon? Bon, j'ai bien compris qu'autour de la table, on va avoir du mal. Normalement, Karima Deli devait nous rejoindre. Alors, on a le rendez-vous téléphonique. Pour l'instant, ça répond pas. Donc, si Karima Deli nous écoute, l'écologie. Karima Deli, attendez 2 secondes, Naïma. Mais Karima, répondez. On essaye de vous appeler. C'était prévu comme ça. Naïma, vous vouliez rajouter? Non, mais je voudrais juste rajouter. Vous savez, l'écologie, elle y gagnerait à se connecter au peuple, à la France d'en bas. Moi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi des bobos repus, qui sont des nantis, et voilà, et qui trouvent en fait quelque chose pour donner sens à leur vie. Excusez-moi de le dire ainsi. Frédéric. Mon père était un des premiers adhérents de la Ligue protectrice des oiseaux. Quand j'avais 10 ans, il m'a fait adhérer à la Ligue protectrice des oiseaux. J'ai adhéré. La nature, je connais un peu. Je suis capable modestement de reconnaître des traces d'animaux, etc. La protection de la nature, je l'ai comme l'ensemble des Français au cœur. C'est pas ce que font les écologistes. Bon, ça a donné la belle chanson Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret, qui était d'ailleurs dans un de nos quiz d'été, mais vous l'auriez trouvé. Alors 0826 300 300. Thierry, donc notre auditeur fil rouge. Thierry de Dordogne. Alors dans un territoire rural, quand même, on a cru le comprendre. On sent qu'il y a cette opposition qui est surprenante entre les agriculteurs et les écologistes, alors que ça devrait plutôt être le contraire. C'est l'impression que ça vous donne, Thierry? Oui, il faut revenir un peu en arrière. Les écologistes ont pour eux un système médiatique qui leur est très favorable. Quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Soline il y a, je crois que c'était 1 an, où Naïma rappelait la passe d'armes entre Jadot et la jeune fille qui l'a renvoyée à ses chères études. Vous vous souvenez, bien sûr, Naïma. Oui. Ces gens-là ont commis des choses relativement violentes, mais personne ne leur en a tenu rigueur. Et encore une fois, je suis obligé de préciser, c'est pas le parti en lui-même. En revanche, là où je reviens sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire le buzz et d'événementialiser leur cause. C'est ça, hein, Thierry. Je vous laisse continuer, bien sûr. Parce qu'on leur pardonne tout. Parce que la devanture est peinte en vert, donc c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, les pâquerettes. On leur permet tout, mais en même temps le peuple n'est pas dupe, puisque on voit que l'emballement pour l'écologie ne se fait pas. Il ne se fait pas. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés, ils font des scores, ma foi, relativement faibles, donc ça ne marche pas. Mais ce sont des histrions, ils estirissent tout, donc ils se font entendre. Ils font beaucoup plus de bruit ils font beaucoup plus de bruit, mais ils ne convainquent personne. Alors, très important sur ce que vous dites, Thierry, sur l'histoire des élections. Et Anne-Lorraine Rousseau, vous qui êtes une journaliste
avertie, compétente. Ça ne vous a pas échappé que quand même, et assez régulièrement, même si là, ils sortent d'un échec cuisant aux dernières européennes, mais il y avait eu les fameux 15% de Yannick Jadot sur les européennes précédentes, sur des élections européennes, et puis les mairies, il y a énormément de mairies, et pas n'importe lesquelles, enfin je veux dire Bordeaux, Lyon, il y a quand même des réussites écologiques. Des réussites écologistes ou écologiques? Écologistes, vous avez raison, c'est pour ça que je disais que... les réussites écologiques, je les cherche. Les réussites écologistes, je les vois. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez une excellente journaliste, c'est que ça ne vous a pas échappé ma petite fourchonnade. Je réponds à la bonne question. Donc c'est écologiste. Mais effectivement, il y a des réussites écologistes dans les grandes villes, et c'est ce que disait Joseph tout à l'heure. Effectivement, des gens qui n'ont jamais cultivé une tomate de leur vie, ou alors sur un balcon. Et en fait, pour moi, j'ai les mots du syndicaliste brésilien Chico Mendes qui disait il n'y a pas l'écologie sans Luc Desclasses, c'est du jardinage. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'ils appliquent à leur parti. C'est pour ça qu'on parlait aussi des militants, certes. Mais les militants, ils ont un parti aussi. Enfin, les deux s'auto-nourrissent. Et les Verts l'ont très bien compris. Enfin, les Verts, les écologistes, comment ils veulent qu'on les appelle. Vous voyez que c'est pas évident, finalement. Tous les mois, vous mais ça change pas le fond. Maintenant, vous la comprenez mieux. Ça change pas le fond. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est quand on veut faire de la politique, il ne faut pas satisfaire que les villes. Il faut aussi, satisfaire tout le pays. Et quand je vois, on parlait de la LPO qui est incapable de travailler main dans la main avec les chasseurs, incapable de travailler main dans la main avec les agriculteurs, les pêcheurs, tous les sortes de centres d'ornithologie qui n'arrivent pas non plus à écouter parce que c'est tabou. Les chasseurs sont d'extrême droite pour eux, par exemple, alors que les chasseurs, moi je serais d'ailleurs pour que en France, on passe tous notre permis de chasse, ne serait-ce que pour la théorie, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas reconnaître un chevreuil dans la forêt. C'est quand même après, il y a l'histoire du port d'armes quand même, Anne-Lorraine. L'histoire du port d'armes, peut-être, mais n'empêche qu'il n'y a pas que ça. On passe pas le permis juste pour avoir une arme, on apprend énormément. Et je pense qu'à l'école, peut-être, alors à l'école, on devrait un peu plus apprendre. Et je pense que c'est ces gens-là qui sont potentiellement. Vous chassez vous-même? Je chasse moi-même, effectivement. Vous l'avez senti. Mais non, mais je le vois parce que les chasseurs eux-mêmes le déplorent en disant. On se bat parce que sur la répartition du territoire avec la SAFER qui gère les ventes d'exploitation agricole, on se bat avec les écologistes parce que eux veulent des réserves où on n'y touche pas et donc la nature reprend ses droits, sauf qu'une nature qui reprend ses droits, c'est aussi des espèces qui disparaissent. Derrière les chasseurs, c'est non, il faut entretenir les pare-feux, tout ça, tous les sujets qu'on a eu autour des feux de forêt qu'on n'a pas eu cet été, mais heureusement, mais c'était un sujet aussi très écologiste. Il y en a un petit peu malheureusement quand même. Toute cette gestion-là, en fait, c'est de la politique, parce que c'est de la gestion de territoire, je pense que vous voyez ce que c'est. Et c'est de la gestion de territoire, c'est politique. Et effectivement, quand on voit le village de l'eau qui apprend plus à se défendre d'une attaque de lacrymogène plutôt que de leur apprendre à reconnaître une plante, voilà, on se pose des questions. Très bien. Alors, on a bien compris, et Thierry, vous êtes encore avec nous, on a bien compris que les trois vraies voix, mais je le savais, et évidemment, on comptait sur Karima Delli pour équilibrer un petit peu. Bon, Karima, elle nous fait faux bon, je sais pas. En tout cas, vous les auditeurs, vous êtes nombreux à participer à cette consultation. Je le rappelle, sur le compte X de Sud Radio, dans le débat politique français, les écologistes tiennent-ils un rôle? Alors, c'est toujours négatif à 69%, ça a monté un peu, mineur 25%, un peu moins utile 5% et majeur 1%. Moi, quand même, oui, Anne-Lorraine Rousseau. Dans la question, en fait, il y a le mot majeur. Et je trouve que moi, j'aurais plutôt tendance à répondre négatif. Vous avez entendu mon avis. Mais le mot majeur n'est pas à exclure parce qu'effectivement, les écologistes ont quand même une voix qu'ils portent dans le nouveau Front populaire. Donc typiquement politiquement, en fait, ils sont vraiment présents et je pense qu'effectivement leur rôle est majeur. Mais alors est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal du pays, sais, à vous de le dire. Mais effectivement, je pense que le mot majeur est quand même pas à exclure de leur rôle. Thierry, vous qui souhaitez remplacer Karima Delli, vous reconnaissez quand même que ce parti, déjà, alors sur la gestion là de la désignation d'un Premier ministre qui pourrait représenter au mieux le nouveau Front populaire. Déjà, le parti Les Écologistes ne s'est pas inscrit dans cette, on va dire, dans cette direction assez extrême et tranchée de LFI. Il s'est recentré. Vous notez quand même que la nouvelle leader, Marine Tondelier, est plutôt sur une direction un peu plus consensuelle? C'est-à-dire que elle voudrait peut-être pas subir un échec supplémentaire, parce que vraiment il les collectionne actuellement, donc elle fait profil bas, mais ils sont toujours là. Ce sont des, comme je vous le disais tout à l'heure, des histrions. Bon,
On voit bien tout ce qui se passe actuellement depuis une semaine ou deux avec Mme Castet, tout ça, ils s'entraident pour arriver, mais il y a rien, il n'y a pas de fond. C'est juste de la forme. C'est-à-dire on manifeste, on crie, on hurle, on se réunit, on crie au complot et patati. Mais il n'y a pas de fond, il n'y a aucun fond. Bon, j'aurais tout essayé. Hein. Naïma Mfadel, utile, même pas un petit peu, non, un petit peu utile. Non, mais non, mais en fait, je vous dis la manière dont ils font, moi ça me plaît pas parce que justement Joseph en a parlé aussi. C'est cette tendance wokiste, racialiste. Moi ça me plaît pas du tout. Je veux dire que moi, j'en ai assez de ces partis d'extrême gauche qui nous assignent à une identité, à une origine. Et moi, ça me plaît pas du tout. Et puis, rappelons-nous autre chose, c'est qu'ils ont été quand même à la manœuvre pour fermer les centrales nucléaires. Et l'impact qu'il y a eu sur l'énergie a été quand même très dur pour l'ensemble des Français. Alors, juste peut-être une petite dernière question, parce que souvent, dans Les Vraies Voix, nous recevons, alors notamment des écologistes, avec Raphaël Rémy-Leleu, qui était avec nous en début de semaine, mais aussi le parti L'écologie au centre, hein, qui est coprésidé par Jean-Marc Governatori, et qui était la semaine dernière dans Les Vraies Voix. Est-ce que cette option d'une écologie au centre, politiquement, elle est intéressante ou pas, Anne-Lorraine ? En fait, j'ai du mal avec la notion d'écologie politique. En fait, pour moi, l'écologie, c'est du ressort de n'importe quel parti en France. Ça devrait être un sujet qui soit de droite. Enfin, il n'est pas de droite ou de gauche. En fait, l'écologie, c'est tout le monde et chacun. Enfin, je vois pas à quel moment ça devrait être particulièrement au centre ou parce que le centre, en fait, on le sait bien, on l'a vu, c'est aussi un parti. Enfin, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, mais il faudrait qu'en fait ce sujet-là soit pris à bras-le-corps par tous les partis. Et je pense que chacun l'a compris. Ça fait d'ailleurs, et peut-être que les Verts, ils sont pour quelque chose, d'avoir un peu secoué le cocotier. Mais effectivement, donc peut-être utile. Peut-être un peu utile. Pour le fait que même la droite se soit intéressée à ces sujets-là aussi, qui n'était pas forcément son cheval de bataille. À l'origine. Primaire, mais à l'origine. À l'origine, le respect de la nature, la connaissance de la nature, etc. C'était de droite, et l'hyper-industrialisation qui salopait tout était de gauche. Parce que c'était le mythe du progrès. On devait aller dans le mythe du progrès. Et le progrès, c'était l'usine. Ça n'a pas été un progrès social pour tous les ouvriers, en tout cas dans un premier temps. Ça n'a pas été un progrès pour le respect de la nature. Mais il ne faut pas opposer les uns les autres. L'écologie, si c'est une agriculture raisonnée, raisonnable, oui, bien sûr. Pour éviter des exploitations où on entasse des animaux, où on bouffe de la merde, parce que c'est ça. D'accord, mais qui est contre ? Mais le parti écologiste ou ceux qui se peignent en vert alors qu'ils sont rouges, c'est pas leur démarche. Et puis, est-ce qu'un parti politique peut être qu'écologiste ? Si je suis écolo, qu'est-ce que j'ai à dire sur la sécurité ? On a bien compris. J'aurais tout essayé. Il y avait peut-être Karima Deli qui pouvait inverser la tendance. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas elle n'a plus l'électricité pour appeler Sud Radio. Ça c'est facile. En tout cas, Karima Deli est toujours la bienvenue sur Sud Radio. C'est dommage. Voilà. Alors les auditeurs, rôle négatif à 70%, mineur à 24%, utile à 5%, majeur à 1%. Je suis obligé de vous le dire. C'est la consultation. C'est comme ça. Ça a bougé. Dans un instant, le thème du quiz musical ne sera pas consacré aux petits oiseaux. Malheureusement pour vous, Joseph Touvenel, mais je vous laisse dans un instant découvrir ce thème. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Et c'est le moment du quiz, le moment où Thierry, notre auditeur fil rouge, ce soir choisit sa vraie voix partenaire. Alors je le rappelle, Anne-Lorraine Rousseau, Joseph Touvenel et Naïma Mfadel. Et quelque part, vous nous avez un petit peu donné des éléments. Vous nous confirmez que vous avez choisi Naïma, c'est ça ? Écoutez... on risque de vous surprendre, oui. Vous avez intérêt, Naïma. La pression. Donc Naïma associée à Thierry, et puis de l'autre côté donc Anne-Lorraine qui sera donc avec Joseph. Voilà, le principe c'est déjà envoyer le jingle.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Parce que je vous donne maintenant le thème. Le thème, alors bon, c'est un petit clin d'œil, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un petit clin d'œil aux touristes qui sont bloqués sur l'île de Madère. Alors il y a plein de chansons qui pourraient les aider. Ceux qui sont bloqués, qui peuvent pas prendre l'avion, etc., etc. J'en vois qui prennent leur... Bon, alors, vous êtes prêts? Évidemment, Thierry, vous manifestez fortement, hein, si vous avez la réponse. Allez-y Thierry, hein, parce que... Bon. Je compte sur vous, oui. Anne-Lorraine aussi. Hein. Ah bah Anne-Lorraine, elle est contre vous. Alors écoutez cet extrait, qui chante? C'est comme si j'avais pris la mer. Céline Dion. Céline Dion, oui, Naïma. Naïma qui marque le premier point avec vous Thierry. Bon Thierry, facile hein. Oui. Ouais. J'avais Lara Fabian, rien à voir. Moi, sorti de Led Zeppelin, Pink Floyd et... Ah non, bah non, déjà un peu de Johnny. Hein. Commencez pas, allez. Alors attention, voici le deuxième extrait. Une île au large de l'espoir. Bref, c'est Joseph. C'est Joseph qui a été le plus rapide. Oui, vous étiez plusieurs, mais Joseph a été plus rapide. Et quand même, vous mettez du temps à trouver. Alors une île, puisque je rappelle que Madère est une île, hein, bien sûr. Et puis sous le vent. Ouais, et sous le vent avant, parce qu'on peut pas décoller de Madère à cause du vent. Voilà. Donc il y a encore. Oui, ça va être tordu. Oui, vous allez voir, il y a encore des clins d'œil. Qui chante ça? Mylène Farmer. Non, pas Mylène Farmer. Non, c'est... Voyage. Oui, ça d'accord, c'est le titre. Thierry, vous l'avez? C'est pas la princesse de Monaco? Vous n'êtes pas loin. Je sais, quand on va me dire, ça va m'énerver. Ça commence par un D. Désirless. Oui, Désirless. Bien, bravo Thierry. Ça fait 2-1. On continue. Quatrième extrait. Goldman, Anne-Lorraine Rousseau, ça fait 2 partout. Mais quel match! Je rappelle que l'équipe qui gagne est celle qui arrive à 4 points. Attention, alors donc envole-moi, hein, ils attendent toujours de s'envoler. Et alors je rappelle que Madère donc appartient à un certain pays. Qui chante ça? La valise en carton. Bah oui, oui, comment ça... Lina de Souza. Lina de Souza, oui, Thierry. La chanson en portugais. Alors, balle de match pour Naïma et Thierry. Attention, voici un autre extrait, peut-être un peu plus difficile. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je me suis fait la peine. C'est vrai, je l'ai connu, mais... Son fils est également un chanteur très connu. Hein. Alors déjà, si on arrive à son fils, peut-être... C'est pas Chédid, non? Oui, Chédid, Naïma M. Fadel, qui offre la victoire. Vous avez bien raison, finalement, Thierry. Hein. Ah bah oui, bravo Naïma. Vous avez bien fait de me choisir. Hein. Bravo. Et puis surtout, on souhaite bon courage aux pauvres touristes qui sont coincés là-bas et qui voudraient bien s'envoler et pour retrouver leur pays. Voilà. Bravo Thierry. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir dans la précision et l'exigence. La preuve, Naïma M. Fadel, chargée de mission politique de la ville et essayiste, elle vous l'a prouvé et elle est encore là, exigeante, hein, toujours Naïma. Hein. Vous faites juste un signe, voilà. Et ça en radio, ça marche très très bien. Ah oui, mais c'est ça, il faut que écoutez, au taquet. Mais non, mais c'est de ma faute, parce que je pose une question, si vous répondez oui, forcément, vous vous autocongratulez, c'est de ma faute. Bah oui, j'assume. Je suis un peu timide quand même. Hein. Non, vous m'en direz tant. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, lui aussi un grand timide, ancien syndicaliste. Voilà, il tient sa langue dans sa poche. Vous allez voir, c'est dur de rester silencieux. Vous tenez le coup? Il tient le coup, bravo. Et puis Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, qui a rappelé que c'était une brillante journaliste. Elle me l'a montré, j'ai fait une erreur, elle m'a corrigé. Je n'avais rien à rajouter. Bon, alors en voici un autre excellent journaliste que nous avons pendant ces vraies voix de l'été avec nous. Il s'appelle Antoine Mazère et lui, c'est le monsieur qui nous amène les médaillés olympiques. Jingle. Il n'y a pas de jingle. Les vraies voix Sud Radio.
Oui, tout le monde était surpris. Oui, je peux faire aussi des compliments à mon ami Antoine Mazer. Antoine, bonsoir, rebonsoir, de l'or ce soir. Eh oui, notre invité ce soir, c'est un immense champion qui nous vient tout droit de Royan, en Charente-Maritime. Et non, ce n'est pas en voile qu'il s'est révélé comme Charline Picon, qui est elle aussi royanaise et qui a remporté une très belle médaille aux Jeux Olympiques. Ça aurait pu être également en football, parce qu'après de passer par les centres de formation des Girondins de Bordeaux ou encore du FC Nantes, mais c'est bien en volleyball que notre invité s'est invité à la table des tout meilleurs joueurs du monde. Il y a quelques jours, avec ses coéquipiers de la Team Yavbou, comme ils se surnomment, ils ont réalisé un exploit tout simplement de barjo en remportant un deuxième titre olympique consécutif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Vous avez devant vous l'une des plus grandes équipes de volley de tous les temps. L'équipe de France, Claudia Laurent, double championne olympique. 3-0 polonais et 3-0. Ouais, c'était Benoît Durand et Laurent Tilly. Je tiens juste quand même, parce que bon, vous parliez des barjots. Alors, ce sont les experts qui ont été champions olympiques en handball, et j'ai eu le bonheur de les suivre pendant 20 ans. Et juste modestement, une nouvelle fois féliciter Benoît Durand, excellent commentateur. Ça fait plaisir de voir des confrères comme ça. Exactement. Et quand on réécoute justement ces commentaires de Benoît Durand et Laurent Tilly, on a forcément les poils, les émotions, mais on est très content de recevoir un champion olympique ce soir sur Sud Radio. Bonsoir Trevor Clevenot, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Bon, lorsqu'on réécoute cette balle de match, il est double champion olympique. Justement, quand on réécoute cette balle de match et qu'on se dit qu'on a réalisé un exploit, remporté en 2021 un premier titre et le refaire chez soi à la maison en 2024, ça doit être un bonheur immense. Ah ouais, non, c'est fou. Je pense que même après ces bons 10 jours qui sont passés, on est encore sur notre petit nuage. C'est vraiment un exploit qui est incroyable. Ça a été réalisé que 2 fois avant par 2 équipes de confirmer le titre olympique, et là le faire en plus à la maison, c'est juste extraordinaire, quoi, d'être poussé par cette ferveur qu'on a ressentie dans la salle. C'était juste magique. C'est des petites nations en plus, je crois, les États-Unis et l'URSS, quelque chose comme ça. L'Italie, il y a eu notamment la Pologne, l'Italie, les États-Unis. Non, mais double champion olympique. Ah oui, qui ont réalisé. Oui, voilà. C'est un sacré exploit. Justement, cette année 2024, elle a été quand même assez exceptionnelle. Pour vous, déjà, vous avez fêté vos 30 ans, vous avez gagné la Volley Nations League, une médaille d'or au JO et une coupe en Pologne avec votre club de Warta. C'était l'année parfaite pour Trevor Clevenot cette année. Ouais, c'était une très très bonne année. On peut toujours mieux faire. On est exigeant avec nous-mêmes quand même en tant que sportif, mais non, c'est sûr que c'est une année presque parfaite. Surtout les JO à la maison, c'était vraiment l'objectif de l'année. Et réussir à confirmer cette médaille d'or, d'aller chercher un nouveau titre, c'est juste magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai engouement autour de cette équipe de volley, parce que c'est vrai que depuis 2021, est-ce que vous avez la sensation que ce sport il a quand même changé de dimension, parce qu'avant on ne parlait pas forcément du volley, il n'y avait pas forcément une grande visibilité à la télé, mais il y a des personnalités fortes dans cette équipe, vous, Erwin Ngapet, Jean Patry ou encore Antoine Brizard. Est-ce que vous avez la sensation plutôt que ce sport il a changé de dimension depuis 4 ans? Je pense que ça a changé de dimension autour de l'équipe de France. Je pense qu'au niveau des clubs, il y a du mieux, ça avance doucement, mais que on voudrait que ça aille plus vite, parce qu'on est quand même, je crois, sur 12 joueurs, on est 11 à jouer à l'étranger. Oui, c'est ça qui est terrible. Ouais. Et qu'on aimerait quand même bien revenir en France jouer aussi devant le public français quand on est en club. Et ça, faudrait que ça avance. Mais c'est vrai qu'autour de l'équipe de France, il y a quelque chose de spécial. On remplit les salles à chaque fois, même que ce soit pendant les matchs de préparation ou quoi, c'est juste incroyable. On sent qu'il y a un truc spécial derrière nous. Bon, alors Trevor Clevenot, dans un instant, nos 3 vraies voix vont vous poser des questions. Et attention, on a une ancienne volleyeuse, Naïma M. Fadel. Voilà. Modeste. Alors, juste sur le comparatif qu'Antoine nous amenait sur le handball, donc sport, moi j'ai accompagné pendant 20 ans. C'est vrai que le handball, à chaque fois, on leur a dit, il y a l'exposition médiatique. Et puis ils ont quand même réussi à développer des places fortes, Montpellier, Nantes, le Paris Saint-Germain pour les clubs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on a tous en mémoire Tours, par exemple, qui est une place forte. Mais que se passe-t-il pour les clubs français aujourd'hui? Malheureusement, on va
pas se cacher la vérité, mais il y a quand même un gros déficit de budget par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Et voilà, quand je vois en Pologne ou en Italie, c'est vraiment le sport numéro 1 en Pologne, par exemple, où il y a des gros budgets, des clubs qui sont super structurés, qui vont jouer des titres à chaque fois, des Ligues des Champions. Et je pense que forcément, d'un point de vue sportif et économique, nous, les joueurs français, on a envie de s'exporter pour essayer d'aller chercher ce genre de titre. Ouais, c'est logique. Vous restez bien avec nous, Trevor Clevenot. Antoine Mazère nous avait le plaisir de vous amener dans les vraies voix qui vous posent des questions tout de suite après la petite respiration. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, toujours très fières et heureuses, ces vraies voix de recevoir un champion olympique, Antoine Mazère, votre champion olympique ce soir. Oui, il est immense par la taille, mais également par attendez, on n'avait pas votre micro, allez-y. Il est immense par la taille, mais également par le talent. C'est un volleyeur double champion olympique et a réalisé l'exploit avec l'équipe de France de remporter un deuxième titre du côté des Jeux Olympiques de Paris 2024 il y a quelques jours. Donc nous sommes ravis de recevoir Trevor Clevenot en direct avec nous sur Sud Radio. Trevor Clevenot, la première question, elle vous sera posée par Naïma Mfadel, qui a joué au volley jusqu'à ses 17 ans, à un haut niveau d'ailleurs, Naïma. Enfin, au niveau, modestement, allez, on va pas trop... Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver au volley grâce à mon prof de sport. Et c'est grâce à lui en fait, parce qu'il allait voir j'ai commencé au collège et il nous a appris à aimer ce sport et c'est vrai que c'est un sport qui reste très cher à mon cœur. Et la question que je me pose aujourd'hui par rapport au JO, j'ai vu que malheureusement aujourd'hui la pratique du sport en général, notamment par les jeunes des quartiers populaires, elle est beaucoup moindre que ma génération. Et je me dis que le ministère du sport justement devrait faire en sorte de travailler, notamment aussi avec des grands champions comme Monsieur Trevor, pour qu'il y ait un engouement vers le sport des quartiers populaires. Parce que ce que j'ai regretté, moi, notamment quand j'étais délégué du préfet, c'est qu'on faisait en sorte de donner des moyens à des associations de quartier pour que les jeunes restent sur le quartier pour faire du sport. Alors que le sport est vraiment un vecteur de mixité sociale et culturelle, et puis de cohésion sociale et nationale. Alors Trevor, est-ce que en volleyball, finalement, c'est un sport qui arrive à aller dans les quartiers ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un sport qui est super populaire, qui est accessible à tous. Et je le dis et je le répète, mais le volley, ça se joue partout. Ça se joue, que ce soit en salle, mais ça peut jouer sous toute forme sur la plage l'été. Et je pense que ça, c'est un vecteur où voilà, tout le monde peut aller sur une plage, prendre un ballon et jouer avec un partenaire, jouer ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe, parce que ça va être accessible à tous dans ce sens-là. Ouais, et puis là justement, les clubs vont devoir accueillir ceux qui vont avoir envie de vous imiter, hein, Trevor. Question de Joseph Touvenel. Moi, je vais commencer par un reproche, parce que attention au cardiaque. Quand on a suivi la finale olympique, c'est stressant. À la fin, c'était plus que stressant, avec ce fou furieux polonais qui faisait des smatchs qui réussissait. Mais cela dit, au niveau de la concentration, comment vous le vivez? Parce que vous étiez, l'heure olympique était là, ou alors ça basculait dans un autre set, et on voyait ce Polonais qui réussissait smash sur smash. Comment vous, au niveau concentration, vous arrivez à garder cette concentration? On peut même rappeler que vous êtes passé proche de la sentence aussi en quart de finale, hein, Trevor. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça se travaille tous les jours. Enfin, déjà, on est suivi par un préparateur mental, où on essaie de se préparer un peu à toutes les situations. Et ensuite, on essaye tout simplement de vivre le moment présent, de se concentrer sur la prochaine balle. Ça paraît un peu la chose normale, mais en vrai, c'est super dur à faire, de se dire, c'est celle-là qui compte à chaque fois. Et en fait, on essaye d'aborder chaque point comme si c'était un peu le dernier. Et voilà, en donnant le maximum sur le point qui arrive. Donc là, c'est sûr que lui, il était un peu en feu au service et il mettait en difficulté. Et on se disait, c'est celle-là qui compte, et tout simplement vivre le moment présent. Le service, justement, Trevor, et vous l'avez montré, hein, il y a une responsabilité terrible, parce que c'est je prends le risque ou je prends pas le risque, je l'envoie dans le filet ou dehors, ou boum, je marque le point. Ça, c'est un sacré exercice en termes de concentration, pour rester sur la question de Joseph.
Ouais, complètement. Le service, c'est le seul moment où t'es seul avec la balle et tu décides un peu de ce que tu veux faire toi seul et dans le volley. Donc c'est sûr que c'est un moment de concentration que tu peux travailler seul, alors que dans les autres secteurs, t'as toujours besoin de quelqu'un qui t'aide ou qui va te donner un coup de main, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de concentration, le service, c'est le seul moment où t'es seul, et je pense que c'est un moment où faut se retrouver et vivre le truc à fond. Ouais, on pense à tous ceux qui font aussi là sur la plage le volley, et celui qui a pris le risque au service et qui se fait pourrir. Moi je pense à ça. Oui, celui qui prend le risque. J'ai pris cher. Vous comprenez pourquoi je me suis mis au vélo. Et qui se rate et ça arrive. Alors, question d'Anne-Lorraine Rousseau. Moi, j'ai suivi ce match évidemment à la télévision, mais c'est l'extrait qu'on avait tout à l'heure m'a rappelé à quel point on avait tous les poils à ce moment-là, on le disait. Mais ma question était, vous qui l'avez vécu, comment était l'ambiance d'après ces matchs, au moment où vous avez eu cette médaille, ou même en général dans ces JO? Tout le monde dit que ça a été extraordinaire, mais vous, comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en retenez? Et Trevor, vous n'êtes pas obligé de tout dire, il n'est pas encore minuit et on n'a pas mis le interdit aux moins de 18 ans. Allez-y, Trevor. Non, c'était vraiment incroyable. Enfin, franchement, depuis l'échauffement où il y avait accès au public, en fait, on sentait qu'il y avait une espèce de ferveur, un engouement autour de nous qui était juste incroyable. Et quand on jouait les matchs, on se disait mais c'est pas possible, on n'est pas 6 sur le terrain là, on est 6,5, 7 quoi. On sentait une énergie autour de nous. Ils nous ont poussé du premier point de la compétition jusqu'à la fin, et c'était vraiment quelque chose de spécial pour nous qui nous a emmené à rien lâcher, à être super concentré, à être super déterminé, agressif. Et je pense qu'on l'a bien rendu du coup avec cette médaille. Juste une question avant de laisser le mot de la fin à Antoine Mazer. Les filles, du coup, puisque Naïma Mfadel a joué au volley, et c'est vrai, on s'est posé la question. Les filles, on le savait, les filles de l'équipe de France n'avaient pas de grande chance de pouvoir aller chercher une médaille. Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir une dynamique aussi féminine? Je refais le parallèle avec le hand. Les filles, elles ont suivi les garçons. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça va arriver. Il y a besoin un petit peu plus de temps, mais c'est normal. Elles se sont qualifiées en VNL il y a 1 an. Elles ont vécu cette première expérience du top 12 mondial, où c'est comme ça qu'on apprend, hein. Après tout, en faisant aussi des matchs difficiles. Et je pense que faut leur laisser le temps, mais que ça va arriver doucement et être optimiste. VNL, c'est la Nation League. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, d'accord. Alors Antoine Mazer. Non, mais on sait que les saisons en volley sont très très longues. Il faut savoir profiter de ce genre de moments. Evan Fournier disait que lui, il n'avait pas forcément le temps toujours de profiter des moments comme les Jeux Olympiques. On sait qu'en volley, vous aimez bien fêter quand il y a des grands succès comme ça. Je sais qu'Erwin Ngapet a l'habitude d'aller du côté de Saint-Palais-sur-Mer, du côté du Rancho pour fêter, pour s'amuser avec Trevor Clevenot. Quand on remporte un double titre olympique, est-ce que les festivités sont doubles? On y vient. J'ai essayé tout à l'heure de mettre un interdit au moins de 18, mais bon, allons-y. Elles sont pas doubles, mais on répète ce qu'on a pu faire à Tokyo, on va dire. Donc, sauf que c'était en Covid, il y avait le Covid à Tokyo. Ouais, il y avait eu le Covid, mais bon, on s'était débrouillé avec les handballeurs quand même un petit peu. Ne dites rien, surtout ne parlez pas des handballeurs, Trevor. Ne dites rien. Vous avez ramené l'équipe du côté de Royan ou pas? On était avec Erwin au Rancho, si ça peut donner des indices, voilà. Voilà, comprenne qui pourra, et j'ai l'impression, Antoine, maintenant qu'on sait où aussi vous passez vos soirées, cher Antoine Mazer. Merci Trevor Clevenot, bravo, c'est magnifique tout ce que vous faites. Vous êtes un champion exceptionnel. Encore merci Antoine pour nous avoir amené nos champions olympiques. On va faire une petite respiration et puis le tour de table se précise avec nos vraies voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et chaque soir, pendant cet été, les vraies voix de l'été, oui, on a nos moments, on a eu notre moment olympique, hein, c'est bien, hein, Antoine Mazer qui nous amène tous ces champions avec qui on peut reparler de ce que on a vécu pendant 15 jours et puis aussi préparez-vous, hein, bientôt les Jeux paralympiques arrivent. Alors nos 3 vraies voix ce soir, Anne-Lorraine Rousseau, Joseph Touvenel, Naïma Mfadel, voici le moment de leur carte blanche. Alors on appelle ça le tour de table, chacun choisit son sujet chaud d'actualité. Dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300 aussi. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité.
Et nous commençons par Anne-Lorraine Rousseau. Justement, nous en parlions l'après-Jeux Olympiques et pourquoi la France doit se mettre au sport. Allez-y, dites-nous. C'est un chiffre que j'ai vu dans le dernier Valeurs Actuelles. Voilà, je fais ma petite promo, c'est le moment. Mais vous en êtes, alors dites-le. D'un article d'Alexander Nikolic qui explique que notre jeunesse perd 5% de capacité cardiovasculaire tous les 10 ans depuis les années 80. Et en fait, c'est un chiffre que je connaissais pas du tout et moi qui ne suis pas non plus une très grande sportive, me sens très concernée par ce chiffre parce que je pense que j'en fais partie. Et en fait, mon sujet et c'est effectivement dans le Figaro aussi aujourd'hui, sur l'après-Jeux Olympiques. Est-ce qu'il va y avoir justement des jeunes qui vont s'inscrire dans les clubs? Alors apparemment, ça a l'air d'être le cas, notamment en judo et en natation, évidemment, avec Léon Marchand et Teddy Riner. Mais évidemment, ça pose des questions aussi d'infrastructure. Beaucoup de municipalités disent ne pas avoir les moyens. On voit beaucoup serait-ce qu'un terrain de foot en herbé dans les campagnes. Donc il y a toute cette question d'infrastructure, mais il y a aussi un système un peu particulier où en France, à l'école, en fait, le sport est un peu mal vu. Moi, je me souviens, c'était toujours le prof de PS, c'est un athlète raté. Et c'était toujours un peu cette idée que le sport, c'était la matière qu'on voulait pas faire, que ceux qui étaient bons en sport, c'est parce qu'ils étaient nuls à l'école, alors qu'en fait, on les pousse pas à aller dans ces voies-là, qui sont des très bonnes voies pour autant. Et voilà. Donc combien d'enfants sont revenus en disant regarde papa, j'ai eu 16 en sport, on s'en fout ça. Oui, t'as combien en français quoi. Alors moi la première chose que je demande à ma fille et à mon fils, c'est combien t'as eu en sport. Bon pardon, allez-y, continue. Et pourtant c'est quand même un des derniers bastions d'apprentissage où il n'y a pas de virtuel. Donc c'est quand même essentiel pour la jeunesse. Enfin, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on doit prendre en compte. Et donc il parlait aussi, enfin les athlètes dans cet article du Figaro disaient que aux États-Unis, en fait, dans les universités, il y a des complexes sportifs. On voit toujours ça dans les films, des piscines olympiques dans les universités. Mais derrière, ils n'ont pas forcément de fidélisation. Donc eux, ils sont très sportifs dans leurs années d'études et ensuite ils arrêtent. Tandis qu'en France, on n'en fait pas beaucoup à l'école, mais ceux qui vont en club, pour le coup, sont vraiment suivis. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez génial dans ces clubs. On arrive et ça, on l'a vu avec ces Jeux Olympiques, on a réussi à avoir des médailles, mais on n'en a quand même pas encore tellement. Et sauf que ceux qui font des études et qui font des études très exigeantes n'ont plus le temps d'aller en club. Exactement. Et en plus, il y a aussi cette notion quand même dans le sport, que ça marche avec les Jeux Olympiques, mais pas ailleurs, de sélection où il y a un mérite quand même à gagner sa médaille. Et je trouve qu'on n'est plus du tout dans cette optique-là. C'est un peu mal vu d'être le meilleur. Et je pense que ça joue aussi sur les jeunes d'aujourd'hui qui vont pas forcément être dans le dépassement de soi. Mais c'est une notion que j'ai appris dans mes années de scoutisme, voyez-vous. Et effectivement, on nous apprend pas à aller au-delà de nos capacités. On se satisfait de ce qu'on a, de nos aides sociales, de notre petit boulot, de la situation confortable, etc. Mais dans plein de sujets, on le voit. Et je pense que le sport, c'est peut-être une manière aussi, de pousser, surtout quand on est jeune, on peut y aller, quoi. Message reçu, Anne-Lorraine Rousseau. Ça vous honore de faire l'apologie du sport comme ça. Très bien. Alors, Joseph Touvenel, maintenant. Joseph, vous voulez revenir sur la date, le 18 août. Alors, cette année marquée par le décès de notre Alain Delon. Vous n'avez pas oublié que le 18 août, c'était aussi une autre date. Oui, c'est une autre date anniversaire. D'ailleurs, Alain Delon, c'est tout à fait normal de le célébrer, d'en parler. On en reparlera l'année prochaine, date anniversaire de sa mort. Mais le 18 août 2008, il y a 9 parachutistes français qui sont tombés en Afghanistan face aux talibans. Alors Delon qui disait l'armée m'avait forgé pour toujours, c'est là que j'ai appris à aimer l'ordre et la discipline, à respecter les chefs. Évidemment, comprendrait cet hommage. Mais on a tendance à oublier qu'il y a ces soldats français qui se battent. À l'heure où je parle, on en a. Il y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, qui défendent notre pays. Là, c'est la section Carmin du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est tombée dans une embuscade dans la vallée d'Uzbin, avec des combats qui ont duré plusieurs heures, des combats très très violents. 9 morts, une vingtaine d'années. Je crois que le plus âgé avait 31 ans. Et leur sacrifice, d'abord, il faut qu'on y pense, c'est normal. Mais en même temps, il doit rappeler à notre classe politique notamment qui sont férus des petites combinaisons politiciennes, que quand on arrive au pouvoir, quand on dirige un pays, c'est pas pour son ego. Ce sont d'énormes responsabilités qui vont engager, évidemment, la population française en général, mais particulièrement ceux qui défendent notre territoire ou nos intérêts, jusqu'à donner leur vie. Et je ne sais pas si notre classe politique a vraiment conscience de cette responsabilité. Et si on peut être tous reconnaissants à ceux qui nous protègent, je voudrais particulièrement dire aux familles de ceux qui sont morts qu'ils peuvent être fiers de leurs fils, de leurs frères, de leurs enfants. Et je vais terminer en les citant.
l'adjudant Sébastien Deves, le sergent Damien Bill, le sergent Nicolas Grégoire, le caporal Kevin Chassin, le caporal Damien Gaillet, le caporal Julien Lepin, le caporal Anthony Rivière, le caporal Alexis Tsahani, tous du 8e RPIMA, plus le sergent Rodolphe Penon du 2e régiment étranger parachutiste, et le lendemain est décédé le caporal Mélana Boaouma du régiment de marche de Tchad. Merci à eux et soyons fidèles au moins à leur sacrifice qui n'est pas servi à rien. Ils pensaient au moins le jour de leur mort, ça me paraît un minimum. Et c'était le 18 août 2008. Merci pour cet hommage très touchant, Joseph Touvenel. Le tour de table maintenant de Naïma M. Fadel. Alors, petit clin d'œil parce que ça a été le sujet d'un de nos débats avant-hier. Vous y revenez. Non, mais justement... Désolée, je savais pas. Non, mais moi je savais que vous alliez choisir ça et je vous ai dit oui, allez-y parce que c'était important d'avoir votre point de vue aussi sur cette fameuse allocation de rentrée scolaire. Tout à fait. Alors l'allocation de rentrée scolaire, comme vous le savez, elle s'adresse aux familles modestes et c'est pour les enfants de 6 à 18 ans. Et c'est environ entre 416 et 454 euros par enfant. Donc effectivement, chaque fois... On va dire autour de 400 euros, voilà. Oui, voilà, par enfant, hein, donc puis ça s'additionne. Et évidemment, donc c'est pour les fournitures scolaires. Hein. Mais chaque année, on a le même marronnier, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur cette allocation familiale, la manière dont elle est utilisée. Donc effectivement, certains, et dont je fais partie, on constate que des familles l'utilisent pas vraiment pour les fournitures scolaires et pour les tenues de sport. Moi, j'ai pu le voir hein, dans le cadre de mes missions de délégué du préfet, que malheureusement, certaines familles n'achetaient pas les fournitures pour les enfants et que les enseignants se plaignaient que les enfants n'avaient toujours pas leur tenue de sport ou leur fourniture scolaire. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer avait aussi soulevé ce point en disant, on sait très bien qu'au mois de septembre, beaucoup de familles achètent des écrans. Bon, tout de suite, décret d'Orfray, toujours la même chose dans notre pays. Donc, de son camp aussi, qui lui avait répondu, je me souviens qu'Olivier Klein, à un moment, qui était le ministre de la ville, avait dit, oui, et alors? Mais non. Il n'y a pas de « et alors ». C'est qu'à un moment, soit c'est pour les enfants, soit c'est pour autre chose. Mais on ne peut pas dire vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, certaines, en plus, municipalités, notamment qui ont des quartiers populaires, en plus, distribuent des fournitures gratuitement. Donc moi, je pose la question, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, sans tabou, sans cri d'orfraie, se pencher sur cette question et se dire que il faut aujourd'hui une égalité d'accès à des conditions favorables de scolarité et aussi, je pense, une distribution à tous les enfants, que ce soit le public ou le privé, à tous les enfants de France, de fournitures scolaires et, par exemple, de tenues, puisqu'on a parlé aussi de tenues scolaires pour un peu effacer ces différences. Donc la question que je pose, ou alors se dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être donner ça sous forme de bon. Mais en tout cas, on ne peut pas rester comme ça aujourd'hui dans le déni en se disant non, tu vois bien, vous stigmatisez. À un moment, si on veut rendre service, notamment aux familles modestes, notamment aux quartiers populaires, il faut peut-être qu'on se pense d'une manière sans tabou et avec courage. Ça va dans le sens justement de notre débat. C'était avant-hier hein, où on avait également un représentant de la PEP, mais il a été évoqué aussi le fait que pourquoi ne pas finalement apporter depuis l'école les fournitures, les mettre à disposition. Oui. Et c'était la tendance. D'ailleurs, non mais c'était la tendance aussi de nos éditeurs dans la consultation qu'on avait installée ce jour-là. Voilà. Merci. Les trois vraies voix pour ce tour de table. Nous nous préparons puisque dans un instant, c'est le coup de projecteur. La drogue qui reste au cœur de l'actualité. Les actes violents des trafiquants se multiplient. Une explosion dans un commerce mitoyen du commissariat ouvert la veille dans le quartier Pisevin de Nîmes. Une nouvelle fusillade en lien avec le trafic de drogue recensé la nuit dernière à Échirolles, près de Grenoble. Pour les habitants, c'est devenu intenable. Dans un instant, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. L'État a-t-il les moyens de reconquérir les quartiers gangrénés par les trafics de drogue? Donc vous répondez à la petite consultation, vous intervenez au 0826 300 300. Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police, partagera avec nous son vécu sur le terrain. C'est vraiment dans un instant. Hein. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel.
Ce soir, nos trois vraies voix, Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles, Naïma Mfadel, chargée de mission politique de la ville et essayiste, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Vous avez entendu leur point de vue, ils sont prêts pour le fameux grand coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Marseille n'est plus le seul vilain petit canard dans la mare à cocaïne. Nos grandes et petites villes, nos banlieues, nos campagnes parfois pataugent également dans le trafic. Les forces de l'ordre croulent sous les appels au secours. Le gouvernement mène des opérations coup de poing, mais inlassablement, les vilains petits canards cancanent dans l'actualité. Grenoble, Nîmes déplorent de nouveaux actes violents ces dernières heures. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. L'État a-t-il les moyens de reconquérir les quartiers gangrénés par les trafics de drogue? Nous avons la chance d'avoir Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police. Bonsoir Rudy. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Rudy, déjà, peut-être un rappel, je donnais l'explication de l'actualité au quartier Pisevin de Nîmes. C'est assez fou parce qu'on avait une auditrice qui nous avait appelé en disant « Ça y est, c'est bien, de nouveau, il y a des commissariats de quartier, mais on sait très bien que ça va exploser. » Et le soir même, ça a explosé. Alors, pas le commissariat, mais à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce que c'est vraiment une pression à Nîmes sur le commissariat? Oui. Alors, on ne sait pas encore, l'enquête est en cours, la police technique et scientifique a fait un travail remarquable, il va y avoir des auditions de témoins, on va vite savoir déjà si c'est un incendie criminel, parce qu'on n'a pas encore identifié si c'était accidentel ou criminel. Si c'est un incendie criminel, il faut déterminer si c'est le premier commerce, à savoir la boucherie qui est visée, ou alors si c'est le poste de police qui est visé. Ça, c'est les enquêteurs qui vont le déterminer, mais vous savez, moi j'habite Marseille, et malheureusement, Marseille, on en a eu aussi des commissariats de quartier, des postes de police qui ont brûlé malheureusement. Je pense au quartier de la Cayolle, je pense au quartier de Frévalon il y a plusieurs années, et il y a une actualité beaucoup plus récente où au quartier Félix Fiat, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe dans le 3e arrondissement de Marseille, il y a eu 3 véhicules de police sérigraphiés qui ont été brûlés parce que les trafiquants ne supportaient plus que nous fassions des interpellations sur les opérations de police. Donc c'est très difficile de maintenir ces bureaux de police, mais je crois vraiment, et je le dis de manière très claire, je crois que quand on amène de l'État et du service public dans un quartier difficile, ça veut dire que l'État progresse. Et justement, si on recule parce qu'on brûle ça veut dire qu'on n'est pas assez fort. Rudy Mana, bon, vous restez avec nous, on installe le débat. Je vais solliciter nos trois vraies voix et puis aussi nos auditeurs. Alors déjà, sur la consultation, je voulais juste un peu expliquer aussi la question que moi je vous proposais, c'est-à-dire, selon vous, l'État a-t-il les moyens de reconquérir les quartiers gangrénés par le trafic de drogue? Vous êtes très nombreux à répondre et vous nous dites non à 68% et oui à 32%. Mais dans cette question, les deux choses qui sont importantes, c'est si on pense oui que l'État a les moyens de reconquérir ces quartiers, c'est aussi l'occasion de dire et si l'État faisait son travail, peut-être qu'il pourrait. Et si on pense non, c'est que effectivement dans l'état actuel des choses, on ne peut pas. Alors, tour de table, Anne-Lorraine Rousseau, est-ce que c'est une situation désespérée si on se place de point de vue politique? Désespéré, j'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça. Je pense qu'il y a toujours une solution. On le voit. Typiquement, encore une fois, avec les JO, quand on veut mettre des moyens quelque part, on peut le faire. Si on veut mettre de la sécurité, si on veut trouver des policiers supplémentaires, si on veut mettre des moyens dans la justice pour que ça fonctionne, si on veut que nos prisons soient fiables et que les peines soient appliquées, en fait, ces moyens, on sait, en fait, la politique, malheureusement, c'est très bien ce qu'il faut faire, mais il ne le met pas forcément toujours en place. C'est très long, parfois aussi, je le raccorde, il y a des mesures qui mettent beaucoup de temps, mais je pense que les moyens, on peut les trouver, et surtout là maintenant, ça devient un peu de la survie, on a plus trop le choix que de les trouver maintenant. Bon, alors installons un petit jeu de ping-pong entre Rudy Mana, notre expert, et puis nos trois vraies voix. Alors sur ce que dit Anne-Lorraine Rousseau, ok, on met des moyens supplémentaires, mais Rudy Mana, ça ne va surprendre personne, en face, on n'a pas un petit délinquant, on a des gros trafiquants de drogue. Ça veut dire que, pardon, excusez-moi, mais ça ressemble un peu à la guerre. Donc, qu'on ait des moyens de police, vous me confirmez que les moyens de police, faut que ce soit aussi pas tout. Open bar pour vraiment mener le combat, c'est ça, hein?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je crois que, en plus d'une question de moyens, c'est une question de courage. C'est une question de courage politique, tout simplement. Parce que vous savez, et ça a été bien dit, ils savent aujourd'hui ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'avec Gérald Darmanin, on a essayé de faire des grosses opérations, les fameuses opérations XXL, qui ont pu marcher. Mais si derrière, vous n'avez pas une justice qui condamne sévèrement, et parfois elle ne condamne pas, et vous l'avez dit vous-même, parce qu'il y a des problèmes avec les places de prison, on ne construit pas assez de prisons, on n'a pas assez de place pour les mettre en prison. Il est évident que c'est compliqué. On ne peut pas attaquer d'un côté et tout laisser faire de l'autre côté. C'est ça la vraie difficulté. Il faut qu'on ait une approche globale, il faut qu'on ait une attaque forte, mais je crois vraiment que c'est plus une question de courage que de moyens. Parce que les moyens, quand on veut les mettre, et on en a parlé également pour les Jeux Olympiques de Paris, il y avait des gros moyens de policiers. On a vécu une parenthèse enchantée absolument incroyable. Moi, je vous le dis, j'ai été sur plein de sites à Paris et beaucoup à Marseille où j'ai vu des gens heureux de voir des policiers en tenue sur la voie publique en nombre. Ils venaient nous voir et nous le disaient en disant « Nous, on veut vivre en sécurité en France, on est content de vous voir. » Oui, avec de belles séquences, notamment certains de vos collègues qui n'ont pas hésité aussi à prendre des photos à la demande des supporters. Il y avait j'ai vu aussi un jour d'un France-Espagne, je crois, c'était le jour de la finale du foot, France-Espagne, un policier espagnol et un policier français côte à côte. C'était sympa. Alors, bon, passons maintenant à Joseph Touvenel. Joseph, on entend les moyens, etc., etc. Mais on est dans un état de droit, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Oui, un état de droit, ça veut dire c'est un état qui rend la justice. C'est ça le droit. C'est la justice, c'est ce qui est juste. L'État a les moyens, mais n'a pas les volontés. Alors l'État a les moyens, sans doute qu'il faudrait une inflexion législative sur un certain nombre de points, mais si on cible les zones dites de non-droit, peut-être qu'on n'a pas les moyens de les cibler tout en même temps, mais on prend Grenoble, on prend Nîmes, ça c'est la décision politique. On définit le périmètre de la zone comme ça a été fait pour les Jeux Olympiques. Vous faites un contrôle systématique, entrée et sortie. Quand je dis contrôle systématique, avec fouille systématique. Vous faites une fouille systématique des espaces publics et des espaces privés. Ça veut dire qu'il faut sans doute un changement législatif, mais à situation et à lieu exceptionnel, je vise les lieux où la police ne peut pas rentrer. Ça s'appelle l'état d'urgence. Ça s'appelle oui, bien sûr, mais on en a besoin dans certaines zones. Si la législation le permet, vous passez au crible la situation financière et professionnelle des gens qui sont à l'intérieur de la zone et vous faites une comparaison notamment entre le train de vie et les revenus déclarés. Vous avez une justice présente qui peut prendre des décisions rapides et fermes. Alors, avec ces moyens-là, dans la durée, pas 3 jours, ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous faites le nettoyage. Voilà. Mais vraiment, c'est ce qu'a dit Rinimana, c'est un problème de volonté, c'est-à-dire de courage. Parce qu'on a les vierges effarouchées qui viendront nous dire, oui, mais les atteintes à ceci, mais les atteintes aux droits de l'homme, quand les gens reçoivent des balles chez eux, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme. Quand des policiers se font attaquer, c'est pas des atteintes aux droits de l'homme. Quand des jeunes meurent du trafic de drogue, c'est pas des atteintes aux droits de l'homme. C'est ça qu'il faut mettre en face de mesures exceptionnelles. Mais Naïma M. Fadel, souvent, alors je le rappelle, vous êtes une spécialiste de la politique de la ville. Souvent, le problème, c'est que ces gros réseaux, ils ne sont pas gérés depuis l'intérieur, ils sont aussi gérés depuis l'extérieur. Oui, moi, ce que je vois depuis, vous savez, la politique de la ville, et notamment ces quartiers qui ont commencé à poser problème, si je puis dire. Ça a commencé d'ailleurs avec la délinquance des adolescents, des mineurs déjà. C'est des quartiers qui ont été traités d'une manière, j'allais dire, très laxiste et très misérabiliste. C'est-à-dire qu'on a vu les problèmes de délinquance qui ont commencé fin des années 70, on les a vus par le prisme du social. Et on s'est dit, eh bien, il faut plus d'activités de loisirs, d'activités sociales, etc. Et le tout, même, je dirais, le tout gratuit. Le problème de la politique de la ville et de ces quartiers-là, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il m'est insupportable d'entendre qu'on n'a pas mis les moyens. On a mis énormément de moyens. C'est plus de 150 milliards avec la rénovation urbaine qui ont été mis dans ces quartiers. Oui, mais certains ont été retirés parce les commissariats de quartier, par exemple. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, par exemple, vous savez, la politique de la ville hors rénovation urbaine, ça englobe tout, l'accès social, le financement des personnes qui y travaillent, etc. C'est 11 milliards. Vous vous rendez compte? Donc effectivement, ce qui s'est passé sur les commissariats, moi je les ai connus aussi dans les différentes villes où j'ai travaillé, c'est simple. Souvent on a rénové, on a mis un commissariat de police, une annexe, disons une annexe de police, ça a été incendié.
C'est ça la triste réalité. L'année dernière, en juin 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des commissariats qui ont été incendiés, vous avez eu aussi des commissariats annexes qui ont été incendiés. Aujourd'hui, on fait face en fait à une politique publique qui a favorisé l'entre-soi, le communautarisme, et qui l'a même renforcé. Vous savez, je dis souvent que notre pays se défend d'être communautariste, mais en réalité, il l'est dans ses politiques publiques. Donc on a créé effectivement un entre-soi, une espèce d'écosystème où les habitants souffrent de cet écosystème, mais il y a aussi une omerta. Et nos policiers, effectivement, et ça je parle sous le contrôle de Rudy, ont du mal à rentrer dans ces quartiers, et ce n'est pas possible parce qu'on a du mal à mettre en place une autorité. Et moi je rappelle que Samia Ghali, sénatrice de Marseille avait dit il faut à un moment qu'il y ait des militaires dans ces quartiers. Il faut gagner la guerre parce que cette guerre, ce trafic de drogue gangrène la vie de tous les jours de ces habitants, et ils enrôlent des enfants qui sont enrôlés pour faire le chouf, pour faire l'alerte, etc. Alors la question, repesons-la, hein, puisque vous êtes Marseillais aussi, Rudy Mana, et cette question de l'armée, est-ce que finalement c'est un aveu de faiblesse? C'est-à-dire qu'est-ce que, en fait, c'est une petite question provoque, hein, vous me pardonnerez, Rudy Mana, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous, quoi, les militaires, c'est ça? Oui, vous savez, Samia Ghali, elle a lancé cette idée. Bien sûr, mais Samia Ghali, elle a lancé cette idée il y a 12 ans parce qu'elle n'était pas au pouvoir, et maintenant qu'elle est élue à la ville de Marseille, elle veut plus du tout voir l'armée. Encore des fois, elle veut pas voir les policiers. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas très favorable à l'armée dans les cités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, si vous donnez les moyens aux policiers, et on a pu le voir pour la cité La Castellane à Marseille, qui est une cité extrêmement connue, où c'est Joseph Toubdel qui le disait, on a fait une opération pendant 3 mois, 4 mois, où on contrôlait tous les gens qui rentraient, tous les gens qui sortaient, et on a visité tous les endroits où on était susceptible de pouvoir trouver des produits stupéfiants. Mais vous savez quoi, dans cette cité, on a réussi à remettre de l'ordre. On a des habitants qui sont venus nous voir et qui nous ont dit qu'est-ce qu'on est heureux de vivre comme ça. Donc je crois que vraiment, la police en elle-même suffit. Mais effectivement, aujourd'hui, la difficulté, c'est que quand vous avez un bureau de police qui est incendié, normalement, c'est jusqu'à 10 ans de prison. Quand vous interpellez les auteurs, en général, ils sont mineurs. S'ils prennent 1 an de prison ou 2 ans de prison, c'est le bout du monde. Et du coup, comme ils ont pris moins de 2 ans de prison, ils vont même pas en prison. Donc, en fait, c'est la réponse pénale qu'on apporte. Il faut donner de l'exemplarité, il faut donner de véritables exemples, de manière à ce qu'ils arrêtent ça. D'accord, on comprend bien le message. Hein. Bon, c'est le fameux échange entre la police et la justice. Il est question de ça. Voilà, mais quand même, en admettant que sur un quartier, vous venez de le dire, Rudy Mana, il y ait une mise en place, un dispositif que vous évoquiez avec vos idées, Joseph Touvenel. Mais c'est pas déplacer le problème vers un autre lieu, Anne-Lorraine Rousseau? Oui, il faut bien sûr aller, à mon avis, parce que le trafic de drogue, c'est quand même pas c'est pas de la petite délinquance. Enfin, il y a vraiment des gros réseaux en France. Oui. Il y a des chiffres exorbitants sur la cocaïne qu'on trouve, donc toutes celles qu'on ne trouve pas, on ne le connaît pas. Donc je pense qu'on se rend pas compte, et c'est vraiment comme dans les films. Il y a des cartels, il y a vraiment des réseaux. Les jeunes des quartiers sont la dernière roue du carrosse là-dessus. Et je pense que c'est les chevilles ouvrières. Voilà. Hein, vraiment, et donc je pense que ce qu'il faut faire surtout, effectivement, c'est plus de l'ordre de la justice, certes, pour les peines, mais aussi, par exemple, avec le statut du repenti, pour protéger les jeunes, par exemple, qui donneraient des informations en leur promettant. Alors ça demande un temps mais un courage aussi, justement. On en parlait tout à l'heure pour leur proposer une nouvelle identité. Pour qu'ils puissent refaire leur vie et potentiellement participer avec la police aux recherches et au démantèlement des réseaux. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais je reste persuadée, malheureusement, on parlait d'espoir tout à l'heure, qu'on ne démantèlera pas tout. Mais si on peut quand même éviter que des jeunes comme ça se retrouvent dans ce genre de situation et que les riverains puissent vivre un peu plus paisiblement, on aura toujours des trafics de toute façon. Quand on ferme un trou, il y en a un autre qui alors sort. Justement, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous les auditeurs de Sud Radio, vous êtes très 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 nombreux sur la consultation X. La question, je le rappelle, l'État a-t-il les moyens de reconquérir les quartiers gangrénés par les trafics de drogue? Vous dites non à 67%. Non à 67%. Ça veut dire que il y a effectivement ces trafics, on vient
d'en parler. Il y a toutes ces organisations, mais il y a aussi, pardonnez-moi, Joseph Touvenel, mais les consommateurs. Moi, je croise un voisin dans ma résidence. Alors c'est une belle résidence, hein, j'ai de la chance, voilà. On sent, on a tout de suite compris ce qu'il fumait. Je me dis que, oui, mon coco, t'es gentil. Je viens de te dire bonjour, mais toi, t'es en train d'alimenter un réseau. Il y a aussi les consommateurs, Joseph, quoi. Oui, mais c'est un tout. Mais d'ailleurs, quand on dit contrôle systématique aux entrées et des sorties, vous faites un contrôle systématique, vous imaginez que les consommateurs vont venir? Non. Non. Alors vous me dites, oui, mais ça va aller ailleurs. Non, mais quand on regagne un terrain et qu'on le conserve, ça permet de s'intéresser à un autre terrain. Et on fait reculer le mal. Alors peut-être qu'on va pas l'éradiquer à 100%. Mais au bout d'un moment, on va être obligé de contrôler toute la France et donc toute la communauté européenne. Non, aussi. Parce que faut pas croire ça, parce que nos délinquants qui font ça, quand ils sortent de leur quartier, ils sont plus chez eux. Et ils vont tomber sur les autres, qui vont pas les accepter en disant bienvenue les camarades. C'est pas comme ça que ça marche. Et à un moment donné, on a un flux qui augmente. Il faut stopper au maximum ce flux et le faire régresser. Même si on le fera pas disparaître à 100%, le faire reculer. C'est ce que vient de dire Rudy, les habitants du quartier, eux, ils se posaient pas ces questions d'intellectuels parisiens, hein. Après, ils étaient très contents d'avoir retrouvé la sécurité. Ouais. C'est ça qu'il faut mettre en place. Après, il y a une notion de liberté aussi. La responsabilité des parents. Et pour conclure, peut-être Naïma Mfadel, parce que je l'ai dit, on vous a présenté, vous êtes une spécialiste de la politique de la ville. Bon, vous, à cette question, vous répondez quoi? Oui, on peut lutter contre ces quartiers, enfin contre le trafic qui gangrène ces quartiers? Ah mais oui, moi j'y crois fortement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Rudy, c'est-à-dire de mailler ces territoires-là avec plus de police. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire la police n'est pas la bienvenue. La police, elle doit être là, elle doit être ferme. Et effectivement, la justice doit être le couple vraiment idéal avec la police, mais aussi la responsabilité des parents. Parce qu'aujourd'hui, les petites mains, c'est des mineurs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des 10, 11 ans qui font le chouf. C'est scandaleux, ça. Et à chaque fois qu'on parle de la responsabilité des parents, c'est pareil. Vous avez des cris d'orfraie. Moi, je dis que ceux qui ne veulent pas de cette justice des mineurs, enfin, de la responsabilité des parents, il y a non-assistance à personne en danger. Bon, merci. Il y a aussi les mineurs isolés étrangers, qui sont enrôlés. Il y a du trafic d'êtres humains derrière. Aussi. Bon, on en parlerait des heures. Merci, Rudy Mana. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez apprendre à faire des photos depuis les JO. Merci et bon courage à vous et bien sûr à tous vos collègues et notamment à Marseille, cher Rudy Mana. Merci beaucoup. Les trois vraies voix, vous avez été exceptionnels. Anne-Lorraine Rousseau, Naïma Mfadel, Joseph Touvenel. Merci à Maxime Sénat à la réalisation. Dans un instant, vos infos sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.